deuxième partie du cours d'initiation à la métallurgie du 29 octobre. On s'était quitté à la première capsule en abordant le sujet de la déformation plastique. On avait vu que les métaux se durcissaient lorsque on pratiquait une déformation plastique sur les métals. On avait vu aussi que le mode de déformation plastique des métaux impliquait le glissement des plans d'atomes les uns sur les autres, tel que représenté à l'image que vous voyez à l'écran. Je vais en profiter tout de suite pour vous montrer une petite vidéo qui montre un peu la façon dont les atomes glissent les uns sur les autres dans une matrice métallique. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un assemblage de billes qui sont assemblées de telle sorte à permettre un glissement entre les plans. Donc, je vais mettre en marche l'animation. Donc, vous voyez les atomes empilés et la façon dont on peut être capable de faire glisser les plans les uns sur les autres en appliquant une force, une pression. Donc, il y a un certain déplacement d'un atome à l'autre qui s'effectue. C'est un peu comme ça que les métaux, les atomes peuvent glisser les uns sur les autres. C'est sûr qu'en réalité, c'est plus complexe dans un métal. Il y a d'autres facteurs qui vont participer au glissement des plans, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu à l'écran, la façon dont les atomes vont glisser les uns sur les autres. J'avais aussi dressé la liste des... excusez-moi, je vais arrêter simplement la vidéo qui est partie ici automatiquement. Je vais revenir à mon PowerPoint. Voilà. Donc, nous avions vu qu'il existait plusieurs façons de durcir les métaux. Donc, il y a la méthode par déformation plastique qu'on vient d'aborder. Et puis, il y a aussi... donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Attendez un instant, je suis un peu mélangé dans mon PowerPoint présentement. Voilà. Comme c'est ici. Non, c'est ici que je voulais aller. Et voilà, c'est ici. Parfait. Donc, on est au bon endroit maintenant. Donc, on peut durcir les métaux aussi en ajoutant des éléments d'alliage. Bien entendu, ça, on le savait déjà. Mais on va voir un peu plus en détail comment exactement les éléments d'alliage qui sont mélangés dans la matrice métallique peuvent être capables de durcir le métal. Donc, lorsque les éléments d'alliage insérés dans la matrice métallique durcissent la matrice métallique, on parle alors de durcissement par mise en solution. Donc, si nous avons présence d'éléments qui perturbent le réseau, il nous faudra une plus grande force pour faire glisser les plans atomiques. Donc, je vais maintenant représenter l'insertion, ou si vous voulez, la présence d'un atome étranger, un élément d'alliage, dans la matrice métallique principale d'un métal quelconque. Donc, vous voyez, je viens d'insérer une sphère jaune qui représente un atome différent des atomes de la matrice métallique. Voilà encore un autre ici, un deuxième identique. Et si j'essaie de faire glisser les plans, ça va être plus difficile avec la présence des éléments insérés. Les éléments insérés dérangent le glissement des plans. Donc, il est plus difficile de faire glisser les plans. Il faut appliquer une force plus grande. Donc, c'est pour ça que les flèches de l'image du bas sont plus grosses, pour indiquer seulement que la force nécessaire pour faire le glissement des plans avec la présence d'éléments insérés dans la matrice est plus difficile. Donc, autrement dit, le métal vient de gagner en résistance mécanique par l'insertion d'éléments de corps étrangers. Donc, le métal est alors plus résistant à la déformation plastique. Si l'atome de l'élément d'alliage est beaucoup plus petit que les atomes de la matrice, il sera inséré dans les espaces. Donc, on a vu que lorsqu'on empile des atomes sphériques, on crée des sites, des interstices,
Et il y a, dans certains cas, des atomes assez petits pour s'y loger. Donc, c'est le cas de l'atome, par exemple, on va le voir tantôt, là, mais quand on a des atomes qui sont insérés dans les interstices, on parle de mise en solution par insertion. Donc, les atomes sont insérés dans les sites. C'est le cas du carbone dans le fer. Donc, par définition, donc, les aciers. Donc, le carbone participe au durcissement du fer, entre autres. On va voir plus tard qu'il participe d'une autre façon aussi, mais entre autres, il y a une partie du carbone qui durcit la matrice de fer en étant capable de s'insérer dans le réseau cubique centré. Si l'atome de l'élément d'alliage est de taille légèrement différente, donc soit un peu plus petit ou un peu plus gros que l'atome les atomes de la matrice, les atomes, donc l'atome de l'élément d'alliage, va remplacer l'atome à certains endroits des atomes du réseau. Donc, je viens de représenter ici la situation où un atome qui s'avère être un peu plus gros, un atome d'élément d'alliage qui est un peu plus gros que les atomes de la matrice métallique. Mais dans ce cas-ci, bien entendu, l'élément d'alliage sera incapable de s'insérer dans les interstices parce qu'il est beaucoup trop gros. Par contre, l'élément d'alliage va pouvoir occuper une place du réseau cristallin et finalement remplacer un atome de la matrice métallique. On appelle cette situation mise en solution par substitution, parce que l'atome de l'élément d'alliage se substitue à un atome de la matrice métallique pour participer au même réseau cristallin. C'est le cas du nickel, par exemple, dans le fer, parce que l'atome de nickel, sa taille n'est pas si différente que ça que de l'atome de fer. Donc, quand on met du nickel dans l'acier, tout le nickel est présent de cette façon-là, tel que représenté sur l'image, à travers la matrice de fer. Il y a plein d'exemples en métallurgie aussi. C'est le cas, par exemple, du magnésium dans l'aluminium. Il y a une bonne partie du magnésium, généralement, comme dans la série 5000, dont on a parlé dans un cours précédent. Le magnésium, en bonne majorité, est inséré de cette façon-là dans la matrice cubique face centrée de l'aluminium. Il y a aussi le cas du zinc dans le cuivre, les laiton. J'avais mis une image au début, dans la capsule précédente, où on voyait un empilement cubique face centrée, un mélange d'atomes de cuivre et de zinc. Donc le zinc était mis en solution en remplaçant des atomes de cuivre et participait à faire la même matrice métallique. Et d'où vient le durcissement à ce moment-là? C'est qu'elle vient de la différence de taille entre les atomes de l'élément d'alliage et les atomes de la matrice métallique. On voit bien que la présence d'un atome de taille différente va rendre plus difficile le glissement des plans. Donc, c'est comme ça que le durcissement s'effectue dans ce cas-ci. Une autre façon de durcir les métaux, une troisième, qui s'appelle le durcissement par précipitation. Et comme dans le cas précédent, on a besoin d'éléments d'alliage pour provoquer le durcissement par précipitation. Très souvent, les atomes des éléments d'alliage peuvent se lier entre eux ou avec les atomes de la matrice métallique pour former des molécules très dures qui seront disséminées à travers le réseau métallique. C'est le cas, par exemple, du cuivre dans l'aluminium. Le cuivre et l'aluminium ont une très grande affinité ensemble au niveau chimique. Donc, de sorte qu'un atome de cuivre présent dans l'aluminium va se combiner avec deux atomes d'aluminium à côté de lui dans la matrice métallique et réagir chimiquement ensemble pour faire une molécule qu'on appelle un composé intermétallique de CuAl2, composé de trois atomes, un atome de cuivre avec deux atomes d'aluminium, qui est très dur et qui peut participer au durcissement de la matrice métallique. Donc ici, l'atome, l'élément d'alliage, il n'est pas en solution. Il n'est ni inséré, il ne participe pas non plus à la matrice métallique. C'est littéralement une autre sorte de solide qui est présent dans la matrice métallique. Le CuAl2, c'est une molécule, c'est un matériau en soi, et l'empilement d'aluminium avec peut-être un peu de cuivre dissous dedans est un autre matériau.
Donc là, on vient de faire apparaître un deuxième type de matériau littéralement présent, mélangé dans la matrice métallique d'aluminium. C'est aussi le cas du carbone dans le fer. Tantôt, on a parlé que le carbone était capable de se dissoudre, d'occuper des interstices entre les atomes de fer et faire un durcissement par mise en solution par insertion. Mais en réalité, dans les aciers, la très forte majorité du carbone n'est pas capable de s'insérer. De sorte qu'à ce moment-là, un atome de carbone va pouvoir se combiner avec 3 atomes de fer autour de lui pour former ce qu'on a vu tout à l'heure dans une capsule précédente, réagir chimiquement ensemble pour faire ce qu'on appelle du carbure de fer ou de la cémentite, molécule Fe3C. 4 atomes, 3 atomes de fer liés chimiquement avec un atome de carbone pour former une molécule, encore là, très dure, donc un carbure. Ce carbure-là n'est pas dans la matrice métallique. Autrement dit, elle n'est pas en solution dans la matrice métallique. Elle est présente avec la matrice métallique. Et c'est cette molécule-là qui est en grande partie responsable de la résistance mécanique et de la dureté et de la résistance à l'usure des aciers. Voilà, le carbure de fer est le principal responsable de la grande résistance des aciers. Mais le fer, il n'est pas le seul à former des carbures avec le carbone dans les aciers. Très souvent, donc on va parler, comme on a vu dans un chapitre précédent, on pouvait ajouter certains éléments d'alliage pour améliorer les caractéristiques mécaniques des aciers. On avait parlé de chrome, de manganèse, de molybdène, de tungstène, il y en a quelques autres aussi. Mais ces éléments-là ont en commun d'avoir une bonne affinité avec l'atome de carbone, de former des carbures par réaction chimique avec le carbone, s'ils sont présents, bien entendu, en tant qu'élément d'alliage dans la matrice. Donc, par exemple, 3 atomes de carbone, lorsqu'ils sont à proximité d'atomes de chrome déjà présents dans l'alliage, donc, par exemple, 5 atomes de chrome sont capables de réagir chimiquement avec 3 atomes de carbone pour faire une molécule à 8 atomes, ce qu'on appelle un carbure de chrome. Et les carbures de chrome sont légèrement plus durs que les carbures de fer et plus stables aussi au niveau température, de sorte que la présence de carbure de chrome dans les aciers va augmenter encore plus la résistance mécanique de l'acier, la résistance à l'usure et la résistance à haute température. Ce que vous voyez ici, c'est des diagrammes d'équilibre. Le cours d'initiation en métallurgie ne mettra pas l'accent sur les diagrammes d'équilibre. Mais c'est tout simplement pour vous informer que le métallurgiste dispose d'outils pour comprendre les alliages et prédire la façon dont les éléments d'alliage qu'on ajoute dans une base métallique quelconque, comment ils vont être organisés. Est-ce qu'ils vont être en solution? Est-ce qu'ils vont faire des précipités? Et s'ils font des précipités, combien d'éléments d'alliage vont faire de précipités? Donc, c'est l'exemple d'information qu'on peut aller chercher à travers les diagrammes d'équilibre. Le diagramme que vous voyez à gauche, c'est le diagramme des aciers, un alliage fer-carbone. Et l'alliage que vous voyez à droite est un diagramme d'équilibre propre à l'aluminium et le cuivre. Donc, l'axe horizontal d'un diagramme d'équilibre, c'est la composition chimique, autrement dit, c'est la concentration massique d'un élément d'alliage présent dans le métal. Comme ici, par exemple, vous avez les chiffres là, qui vont de 0 à 5, c'est la concentration massique en carbone mélangé au fer. L'axe vertical, quant à lui, exprime la température de l'alliage. Donc, les éléments d'alliage, leur façon d'exister dans le métal va dépendre de la température, entre autres. Il va dépendre d'autre chose, mais principalement de la température. En fonction de la composition et de la température de l'alliage, l'élément va se dissoudre dans la matrice en tout ou en partie pour former ou non des composés intermétalliques.
le diagramme permet de prédire quelle situation prévaudra et dans quelle proportion. Donc, ça permet, autrement dit, de savoir quoi faire pour aller chercher la présence d'intermétalliques. Lorsqu'on parle de composés intermétalliques, leur présence n'est pas suffisante pour garantir de bonnes propriétés métalliques. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est une représentation d'un métal. Vous voyez ici les zones délimitées par des courbes jaunes, les courbes jaunes étant les joints de grains, comme nous avons vu tout à l'heure. Donc, vous avez un certain nombre de grains, et à travers tout ça, ce qui est en rouge, ça représente des composés intermétalliques. Ça pourrait être, par exemple, la molécule de CuAl2 dans une matrice d'aluminium. Les composés intermétalliques, appelés aussi précipités, soit dit en passant, précipité, composé intermétallique, c'est la même chose, c'est deux synonymes, doivent être organisés d'une certaine manière pour offrir aux alliages de bonnes résistances mécaniques. Donc, c'est pas tout d'ajouter l'élément d'alliage pour former les précipités. C'est pas tout non plus de faire en sorte qu'ils se forment. Il faut qu'ils soient distribués d'une certaine façon pour obtenir un résultat de gain en résistance mécanique. Pour mieux illustrer cet aspect important, vous avez ici une certaine concentration d'éléments d'alliage qui ont formé une certaine quantité de précipités. On voit que les précipités sont très nombreux, ils sont petits, mais du fait qu'ils sont petits et très nombreux, ils sont forcément aussi près les uns des autres. Et c'est en étant près les uns des autres que le gain en résistance mécanique sera le plus efficace. À l'inverse, si cette même quantité de précipités-là sont moins nombreux et donc forcément aussi plus gros, et donc plus loin les uns des autres, le gain en résistance mécanique va être beaucoup plus faible. Donc, on va avoir affaire avec un alliage, malgré qu'il contient les mêmes éléments d'alliage, la résistance va être inférieure à la situation où les précipités sont plus près les uns des autres. Donc ça donne de meilleures résistances mécaniques, puis cette situation-là donne des résistances mécaniques plus faibles. Encore pour le durcissement par précipitation, pour obtenir cette répartition des composés intermétalliques les plus près les uns des autres, on recourt à des opérations de traitement thermique appelées durcissement structural. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'on obtient cette répartition-là au lieu d'avoir cette répartition-là? Bien, pour obtenir le résultat qui est ici, parce que de manière naturelle, lorsqu'on coule un alliage, par exemple à l'état liquide, naturellement, si le refroidissement il est lent, les précipités vont être très gros et très loin les uns des autres et on va obtenir des propriétés médiocres. Mais il est possible, à partir d'un alliage dont on a cette situation-là, de pouvoir arriver à la situation désirée correspondant à celle-ci. Et on va recourir à ce qu'on appelle à des traitements thermiques. Donc, et un traitement thermique spécifique pour obtenir des précipités petits et près des uns des autres s'appelle le durcissement structural. Donc, pour faire un durcissement structural, c'est 3 étapes. On commence par chauffer l'alliage. En chauffant l'alliage à une température suffisamment élevée, ce qui va se passer, c'est que les atomes de l'élément d'alliage vont se dissoudre dans la matrice. Donc, il n'y aura pas de précipité. Tous les éléments d'alliage vont être dissous, majoritairement par substitution. Ensuite, lorsqu'on a la situation mise en solution complète, on procède à une trempe. Donc, on retire rapidement la pièce du four et on la refroidit rapidement, par exemple, en la trempant dans l'eau. Comme ça, les éléments d'alliage vont demeurer en solution. Et troisième et dernière étape, c'est marqué, bon, là, ma numérotation ne fonctionne pas, là, ça devrait être indiqué 1, 2 et 3. Mais comme troisième étape, un traitement de vieillissement.
Donc, qui consiste à retourner la pièce au four à une température beaucoup plus basse que l'étape du chauffage. Et c'est à ce moment-là que les précipités vont se former, c'est-à-dire que les atomes des éléments d'alliage vont quitter leur situation de mise en solution, mais former des précipités beaucoup plus petits et beaucoup plus près les uns des autres. Donc ici, vous avez le cycle thermique d'un durcissement structural. Donc, on a par exemple une situation initiale, parce que les carrés montent des grains. Ici, vous avez des grains déformés. Donc, c'est une situation, par exemple, où le métal a été déformé plastiquement. Mais ce n'est pas nécessaire que le métal puisse être déformé plastiquement au préalable. Et là, on chauffe le métal jusqu'à une certaine température. Dans le cas de l'aluminium, ça dépend des alliages, mais ça peut être autour de 500 degrés C. Donc, c'est important de dire que le métal ne fusionne pas, il ne fond pas, il n'est pas porté à l'état liquide à cette température-là. Le métal, il est très chaud, mais il demeure à l'état solide. On maintient pendant un certain temps. Donc, l'axe horizontal que vous voyez ici, c'est le temps. Et ensuite, on refroidit rapidement. Donc, vous voyez la courbe descendre, c'est la trempe. Et ensuite, on remet le métal au four à une température pouvant avoisiner les 150 degrés C pendant, ça peut être plusieurs heures, même plusieurs jours. Et c'est à ce moment-là, pendant la dernière étape, pendant le dernier maintien en température, qu'on va voir apparaître les précipités représentés par le petit point bleu dans le carré à travers les grains dans la matrice métallique représentée dans le carré de droite. Le carré du haut représente la situation qu'on a tout de suite après la trempe. Donc, il n'y a pas de précipité du tout après la trempe. Les éléments d'alliage sont tous entièrement en solution. Donc, la présence de ces composés dans la matrice dérange grandement le glissement des plans et provoque une hausse importante de la résistance du métal. Donc, vous voyez ici la matrice métallique. Quand on insère des composés intermétalliques, comme par exemple le CuL2 dont j'ai parlé tout à l'heure, et qu'on l'insère dans la matrice métallique, comme ça, bien, ça fait les plans de glissement sont très irréguliers et c'est très difficile à faire glisser. C'est comme ça qu'on obtient le durcissement. Mettre des éléments d'alliage, c'est comme remplacer le jeu de cartes par un empilement de papier sablé. Donc, tantôt, j'ai fait l'analogie. Dans la capsule précédente, j'ai dit que faire glisser des plans, c'est un peu comme faire glisser des cartes les uns sur les autres. Bien, ça, c'est le cas d'un métal pur. Un métal pur, les atomes sont tous identiques, les plans sont lisses, sont réguliers, donc c'est comme un jeu de paquets de cartes. Les cartes, dans la manière qu'elles sont fabriquées, elles sont très lisses. Donc, ça permet de faciliter leur manipulation, ça permet de faciliter l'opération de brassage des cartes. Mais quand on met des éléments d'alliage, que les éléments soient mis en solution ou qu'ils forment des précipités, ça rend les plans beaucoup plus raboteux et réguliers. Donc, c'est un peu comme si on remplaçait le jeu de cartes. Donc, métal pur, plan facile à glisser, jeu de cartes. Mais lorsqu'on met des éléments d'alliage, là, on remplace les cartes par du papier sablé. Donc, imaginez un empilement de papier sablé et on essaie de faire glisser les uns sur les autres les papiers sablés. Donc, on va s'apercevoir que ça glisse beaucoup plus difficilement parce que la surface d'un papier sablé, c'est beaucoup plus irrégulier comme la surface d'une carte à jouer. Donc, c'est la meilleure analogie que je peux imaginer pour comprendre le mécanisme de durcissement par ajout d'éléments d'alliage dans les métaux. Une quatrième façon de durcir les métaux consiste à jouer sur le nombre ou la taille des grains. On sait c'est quoi les grains? On l'a vu à la première capsule. Ce sont des ondes du métal dans laquelle les atomes sont empilés dans une direction donnée. Ça donne à être différente de la direction d'une autre zone. Donc, on voit ici deux grains dont les directions d'empilement sont différentes. 5, c'est-à-dire il n'y en a pas deux, il y en a 5. Les 5 directions différentes. Et les flèches rouges représentent la taille des grains. Donc, on est capable, les joints de grains, ça peut s'apparenter, c'est beaucoup plus irrégulier qu'une sphère, bien entendu, mais on peut évaluer le diamètre des grains. Donc, il est facile en métallurgie, par métallographie, on va voir ça dans un autre chapitre,
qu'on peut évaluer la taille moyenne des grains dans un métal. Donc, la taille des grains, ou plus spécifiquement, la quantité de grains dans une pièce métallique. Parce que pour une pièce d'un volume donné, forcément, si les grains sont plus gros, ça veut aussi dire qu'ils sont moins nombreux. Et à l'inverse aussi, si les grains sont plus petits, ça veut donc dire que pour un volume donné, les grains sont plus nombreux. Bien, le nombre de grains, ce qui revient à dire la taille des grains, influence beaucoup les propriétés mécaniques des métaux. Vous avez ici une situation où on a des grains assez petits et donc nombreux. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir, c'est que si les grains sont très petits ou très nombreux, le métal devient plus résistant. Et en plus, sa ductilité est garantie. Donc, il est à la fois, le métal devient plus résistant et il est aussi capable d'être ductile si la résistance, si la contrainte pour dépasser la résistance est atteinte. Donc, ça devient très intéressant. À l'inverse, et là, vous voyez une situation complètement différente, une image qui montre à l'inverse des grains très très gros et donc très peu nombreux. À ce moment-là, on va avoir l'inverse. Donc, si les grains sont très gros ou peu nombreux, le métal devient moins résistant. Et en plus, le métal perd sa ductilité et par le fait même sa résistance au choc. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que généralement, ce qu'on s'attend d'avoir dans beaucoup de pièces métalliques qui rentrent dans la fabrication, dans des assemblages mécaniques, par exemple, non seulement on veut avoir de la part de la pièce une forte résistance, mais on ne veut pas non plus que la pièce se comporte, par exemple, comme une pièce de céramique. On veut aussi que la pièce soit résistante au choc. Et si les grains sont trop gros dans un métal, ben le métal va perdre sa résistance au choc. Il va se comporter comme une céramique. Donc, petit grain, c'est souhaitable, c'est ce qu'on veut. Plus grande résistance, capable d'être ductile, meilleure résistance au choc. Des grains trop gros, c'est pas souhaitable parce que ça entraîne une plus faible résistance mécanique. Le métal devient incapable d'être ductile, donc quand vient le temps des opérations de mise en forme, si au départ les grains sont trop gros, le métal va se déchirer très rapidement. Et résistance au choc médiocre. Et voilà. Donc la taille des grains, c'est quelque chose d'important en métallurgie. Et en résumé, tout ce qui nuit au glissement des plans d'atomes les uns sur les autres ou qui amène une distorsion du réseau contribue à augmenter les propriétés mécaniques des matériaux. Donc, on a vu que les éléments d'alliage, qu'ils soient par insertion ou substitution, ça durcit la matrice métallique. Les composés intermétalliques durcissent aussi la matrice métallique. Les deux vont durcir en rendant les plans de glissement plus difficiles à glisser les uns sur les autres. On n'a pas parlé de ça, mais les lacunes aussi, qui sont des endroits dans le métal pour lesquels il n'y a pas d'atomes, ça aussi, ça dérange la matrice métallique. Donc, ça a une influence de durcissement aussi. Les oxydes, il peut y avoir des composés intermétalliques sous forme d'oxydes qui peuvent être présents dans les métaux qui contribuent à la résistance. Et finalement, les joints de grains. Pourquoi je parle des joints de grains? Parce que c'est en lien avec, et là je vais revenir en arrière rapidement, avec les grains. Parce que on remarque tout de suite ici que quand les grains sont plus nombreux et plus petits, nécessairement, donc ça fait plus de frontières qui sont créées, donc il y a beaucoup plus de joints de grains. Donc si vous partez d'une extrémité du cercle et que vous allez de l'autre côté, vous allez croiser beaucoup de joints de grains sur l'image de gauche, dans la situation où les grains sont très nombreux et très petits. Et de l'autre côté, si vous traversez d'un bout à l'autre le cercle, vous allez rencontrer très peu de joints de grains, parce que les grains sont peu nombreux, donc il y a peu de frontières. Et c'est, en réalité, ce sont les joints de grains qui jouent un rôle dans le durcissement. Les plans de glissement
Pour eux, les joints de grains, ce sont des obstacles au glissement. Donc, si les grains sont très gros, ben, il n'y a pas beaucoup de joints de grains. Donc, les plants, ils vont être plus capables. Non, c'est pas les plants. C'est-à-dire la résistance mécanique va être plus faible parce que le mécanisme de déformation plastique va être empêché, pas empêché, mais plus difficile. Donc, ça va contribuer à rendre la résistance mécanique plus faible du fait que euh, les mécanismes. Là, ici, là, j'ai l'air un peu de ne pas savoir de quoi parler, mais je me rends compte que pour bien expliquer la chose, il vous manque des notions. Donc, j'essaie d'y aller avec une certaine façon parce qu'il vous manque des informations pour pleinement comprendre l'effet des joints de grain sur la résistance mécanique. Et là, je me rends compte qu'il faudrait que je parle davantage de certains aspects, mais en conséquence, ça va sortir passablement du cadre du cours. Donc, on va se limiter à se souvenir que, tout simplement, la taille des grains, donc le fait que les grains soient petits, ça rend le métal plus dur. La ductilité, elle est garantie. Puis quand les grains sont très très gros, le métal devient moins résistant et il est moins ductile aussi. Voilà. Et là, on a le résumé des différents modes de durcissement. Donc, les joints de grains relatifs à la taille des grains, les composés intermétalliques, les lacunes, les oxydes, les éléments d'alliage. Bon, ben, rendu ici, là, je peux peut-être faire en sorte de terminer ici cette capsule. Je vais faire une troisième capsule en numéro pour compléter le cours du 29 octobre. Une autre capsule d'une vingtaine de minutes où là, je vais me consacrer aux propriétés mécaniques pour faire un lien avec la microstructure. Parce que là, j'ai parlé de résistance mécanique, j'ai parlé de ductilité, mais à ce moment-ci, vient le temps d'aller expliquer davantage, préciser euh, quels sont l'ensemble des propriétés mécaniques, de bien les définir, de bien les distinguer pour être capable de compléter avec la microstructure. Parce que ce qui est important de se rendre compte, c'est que euh, on voit que la microstructure, c'est la microstructure, c'est-à-dire la présence d'éléments d'alliage, la façon dont les éléments d'alliage sont présents dans le métal, la taille des grains, tout ça ensemble va déterminer les propriétés mécaniques, à savoir si le métal est facile à plier, et quand on a réussi à le plier, est-ce que sa déformation plastique, elle est plus ou moins grande? Est-ce qu'à l'inverse, le métal, il faut forcer beaucoup pour amorcer une déformation plastique? Tout ça, là, la résistance au choc aussi, là, donc ça peut paraître peut-être pas clair encore, mais c'est normal parce que j'ai pas encore euh, abordé le chapitre sur les protéines mécaniques. Mais après avoir abordé le chapitre sur les protéines mécaniques, là, on va pouvoir ça va compléter les connaissances avec le chapitre de la microstructure et ça va s'éclaircir un peu mieux l'idée que la microstructure est en lien direct avec les propriétés mécaniques des métaux. Voilà.